3 invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher Dembick nous accompagne ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Vous êtes directeur chez Saxo Bank. Bertrand Puif est avec nous également, gérant action chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Merci à Alain Pitous également d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes senior advisor ESG. Commençons justement avec la COP26 qui aura été donc l'événement fil rouge des 2 dernières semaines. Une conclusion un peu laborieuse. Comment vous regardez les choses, Alain? La toile de fond, la grande image, c'est qu'on essaye de garder l'objectif d'une trajectoire 1,5 degré vivante, live, sachant qu'il faudra pour ça se refixer des objectifs au niveau des États dans un an à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Voilà. Comment vous équilibrez le bilan de cette COP26 ? Ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye toujours d'être dans la trajectoire, même si on sait déjà aujourd'hui qu'on n'y sera pas. Donc c'est très embêtant de commencer comme ça. Bon, et ça a fini comme ça. On le savait avant de venir et puis on le sait en partant. Alors bon, ça c'est la vision, on va dire, assez négative des choses, en se disant on n'est pas en phase avec l'attente que tout le monde avait, avec cette urgence qui est martelée et qui est de plus en plus martelée à chaque fois, puisqu'en fait on se rapproche de l'échéance difficile. Alors après, il y a quand même quelques points positifs. Le premier point positif, c'est que l'instance reste vivante. On fait venir tout le monde, on fait parler tout le monde. Il y a vraiment des échanges très forts qui sont faits dans ces différentes COP. Donc ça, c'est quand même un point positif. Ça reste assez ouvert. Donc ça, c'est le premier point. C'est encore un lieu de rendez-vous qui trouve son utilité. Oui, au moins pour une résonance. On en a parlé dans le monde entier. C'est quand même déjà une première chose. Quand même, c'est cette importance de cette urgence climatique reste vitale. Après, il y a eu quelques points positifs. Avant de parler des quelques points, on a déjà parlé un peu de points négatifs, mais quelques points positifs, c'est que pour la première fois, on met vraiment sur la table les problématiques du charbon et des hydrocarbures. Donc ça, c'est le premier point. On parle du méthane, ce qui n'était jamais arrivé non plus. Ça a été un des premiers accords, d'ailleurs, dans les premiers jours de la COP26. Oui, des choses qui sont... c'est bien, parce que le méthane est un gros vecteur de réchauffement de la planète, donc c'est quand même important, même si ça se dissout plus rapidement que le CO2. Donc c'est plus important à court terme, mais on va dire que le CO2 est plus important à moyen long terme. Il y a des décisions qui ont été prises aussi pour les préservations des forêts. Là aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Alors à chaque fois, alors c'est ça un peu qui est frustrant dans les points un peu négatifs, c'est qu'on parle de choses plutôt bien, mais l'étagement après des échéances fait que ça atténue quand même la portée des choses. Quand on parle alors après on va parler des points un peu négatifs, quand on parle du charbon, donc en dernière minute les Chinois et les Indiens qui sont venus mettre un phase down au lieu d'un phase out, on va réduire et pas sortir. Alors on comprend la logique et on comprend leur problématique, c'est-à-dire qu'on voit, on parlera après de la Chine, il y a des tensions énergétiques en Chine très fortes parce que ils sont aussi soumis à une demande forte mondiale. Et donc pour fournir tout ça, ils doivent avoir de l'énergie et ils ont beaucoup recours à cette énergie qui est fournie par le charbon. Donc ça a le mérite d'être clair comme engagement, c'est que de voir la Chine s'engager à une sortie rapide du charbon, ça aurait pu paraître complètement fantasmatique d'une certaine manière. Ouais, enfin en même temps, ce qu'il y a, c'est que les Chinois, et ça ils l'avaient fait, je crois il y a 2 ans, quelque chose comme ça, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire de manière très très précise sur la répartition des énergies dans les années qui viennent, et jusqu'en 2070. Donc c'était très clair, très documenté, avec l'hydraulique, avec l'éolien, avec le solaire, avec le nucléaire, une grosse part du nucléaire. Donc quand on entend le débat en France, c'est un peu ridicule en disant que les Français sont les seuls à faire du nucléaire. Non. Petit point quand même, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du rapport du GIEC pour dire tout ce qui va se passer, et puis mais il ne faut pas négliger tout ce qui est mis dans le rapport du GIEC, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la préservation de la planète, il y a aussi des solutions pour en sortir, et parmi les solutions, il y a le nucléaire. Alors c'est pas, il y a des alternatives, mais les alternatives ont souvent une face un peu sombre. Donc voilà pour tout ça. Après, je pense que pour finir sur la COP26. Il y a aussi un peu la limite de ces exercices, c'est-à-dire qu'en fait, la limite, c'est que au début, être en déclaratif, c'était très bien, ça permettait de mettre un peu la pression, vous étiez un peu le bonnet d'âne, machin, mais tout le monde maintenant a mis sur la table des objectifs, ne les tient pas vraiment, et ça en reste là, quoi. Donc c'est un peu la limite de l'exercice. Je pense que pour en sortir, alors il y a eu aussi, ça c'est un point positif, il y a eu aussi cette idée de faire quelque chose sur la taxe carbone.
Et mon idée là-dessus, c'est que le marché va appliquer une taxe carbone. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on sait et ça, c'est quand même une avancée de l'ESG, on va dire, c'est que tout le monde va communiquer sur ses émissions. Alors aujourd'hui, c'est un peu, il faut aller vraiment dans le détail pour voir les petits trucs un peu cachés, un petit peu pas clairs de certains émetteurs qui communiquent pas franchement de manière très transparente. Mais on va arriver à avoir cette information et le marché va appliquer une décote. Et donc les entreprises vont être sous une grosse pression parce que ça va être à elles de jouer par rapport à ça, parce qu'ils pourront pas annoncer. C'est-à-dire que là où les États manqueront peut-être de consensus politique pour avancer de mise en œuvre, la finance d'une certaine manière va endosser cette responsabilité. Je crois que ça va finir comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, et je finis vraiment là-dessus, c'est quand on voit, on a fait des simulations, des calculs sur le coût de la transition, le coût de la résilience pour résister au réchauffement, eh bien on s'aperçoit que quand on fait le calcul en euros, c'est-à-dire en euros d'aujourd'hui sur ce que ça va coûter avec une tonne de CO2 aux alentours de 100 €, on s'aperçoit que déjà dans certains cours de bourse, il y a des évolutions qui sont assez compréhensibles par rapport à ça. Et je pense qu'on parlera de l'automobile tout à l'heure. On applique une décote, il y a des décotes qui s'expliquent un peu par ça, quoi. C'est-à-dire que la transition chez Renault est beaucoup plus importante que chez Tesla, c'est logique, quoi. Et donc, alors c'est très caricatural, c'est certainement pas les seules raisons, mais ça joue, ça finit par jouer. Voilà, je pense que dans ce qui peut se passer suite à la COP, c'est un peu tout ça qui peut arriver, quoi. Vos commentaires, réactions, il y a plein d'angles d'entrée possibles sur ces sujets climatiques, mais l'idée étant d'avoir vos impressions à la sortie de cette COP26. Bertrand. Je pense qu'effectivement, il y a eu un changement pour certains pays, dont la France, en tout cas une inflexion dans le discours sur le nucléaire, qui est plutôt positif. Et on voit, il ne s'agit pas de réaliste. Alors que ce soit, au départ, c'était sur des petites unités modulaires, SMR, ensuite on est allé plutôt, on va faire notre PR, la Normandie a dit on est candidat, etc. Et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, dans l'opinion publique en France, il y a quand même une majorité de Français qui est plutôt favorable au nucléaire parce qu'ils comprennent qu'il y a un enjeu quand même derrière de pollution ou alors, si vous voulez, d'intermittence de l'énergie qui provient des énergies renouvelables. Et on en a fait les frais. C'est une des explications de la forte hausse du gaz cet été, en Europe, mais aussi en Chine et dans d'autres pays. Donc c'est vrai que le retour du nucléaire, c'est plutôt positif pour la France. Après, moi, je me pose une question sur l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne a quand même une industrie importante, et pas que l'automobile, mais aussi l'automobile, qui consomme beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est du charbon, de la Ruhr, très bien. Donc on sait très bien que ça, par contre, c'est pas soutenable. Non. Relancer le programme nucléaire allemand, là, pour le coup, avec en particulier la coalition qui se dessine au pouvoir, on n'y est pas encore, certainement pas cette mandature. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc derrière, est-ce que nous, on va construire des réacteurs pour vendre de l'électricité à l'Allemagne et assurer la compétitivité de l'Allemagne dans certains secteurs face à nous ? Voilà, donc là, il y a quand même une vraie question de stratégie, de géopolitique qui se pose. Donc ça, c'est un élément important. Et puis c'est vrai que c'est toujours pareil. Donc il y a eu ces déclarations sur le charbon de la Chine qui peuvent être perçues négativement. Je pense là encore, il faut faire preuve de réalisme. La Chine, même s'ils ont dans ce plan, et on a, c'est vrai, la visibilité à 50 ans avec la Chine, construire un réacteur nucléaire, ça met au bas mot 10 ans. Donc c'est vrai qu'entre-temps, ils ne vont pas accepter. Et c'est vrai que moi, ce que je comprenais mal avant la COP26, c'était le fait que certains politiques mettaient en avant qu'il allait falloir accepter qu'il y ait des blackouts de manière assez régulière et que c'est comme ça qu'on allait arriver à faire la transition. Là, il y a eu quand même un petit peu de remise, les gens ont ouvert un petit peu les yeux. Il y a eu sans doute certains sondages qui ont montré que les gens n'étaient pas prêts vraiment à ce sacrifice, même pour la transition énergétique, même si c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et donc, on a dit, on va peut-être attendre un petit peu, on va peut-être faire encore un peu de charbon pour quelques décennies, ou du gaz. Et c'est vrai que, là, pour terminer, pour moi, le gros enjeu de la transition, c'est le gaz. D'où va venir le gaz ? Parce qu'on en parlait de l'Allemagne va utiliser du gaz. Bien sûr, bien sûr. Caricaturer un peu avec l'idée, c'est quand même de sortir du charbon et d'avoir le gaz en transition. Ils ne peuvent pas uniquement se fournir chez nous, donc il leur faut du gaz en transition. Pour ça, ils ont fait construire un gros pipeline qui vient chez eux, de la Russie. Donc la problématique, est-ce qu'on peut faire la transition énergétique en Europe sans inclure la Russie dans le jeu diplomatique ?
Parce que voilà, on voit ce qui se passe. Si effectivement, il y a un moment donné, ils donnent la priorité à leurs stocks nationaux, les prix du gaz explosent. Voilà, ça c'est une vraie question et je pense que voilà. Et on voit bien toutes les manœuvres qui se passent aujourd'hui, j'allais dire à l'est, côté Biélorussie, côté Ukraine avec des tensions ravivées, sur fond justement d'enjeux énergétiques majeurs pour l'Europe, la mer du Nord, la Russie ou l'Algérie. J'avais juste une question, parce que vous connaissez bien quand même les valeurs françaises, l'industrie française, hein, vous gérez le fonds Action française chez Fidelity, Bertrand. Est-ce qu'on sait encore faire du nucléaire en France ? C'était déjà la question qui se posait quand on a initié l'EPR de Scandinave, finlandais, l'EPR de Flamanville, savoir si l'équipe de France du nucléaire, ça nous ramène à l'époque d'Areva, d'Anne Le Vergeon, etc., avait encore les compétences pour bâtir ce type de réacteurs nouvelle génération. On a des compétences sur certaines technologies. Maintenant, quand on voit ce que les Américains font, les Américains ont aussi relancé un programme nucléaire. Et en fait, eux, ils passent sur une technologie qui s'appelle le thorium. Donc, qui effectivement permet d'avoir beaucoup moins de déchets ultimes. Ce qui est un peu le problème effectivement aujourd'hui des réacteurs qu'on utilise en France, c'est-à-dire que vous avez des déchets ultimes et au-delà du plutonium qu'on utilise en stock de manière militaire, le reste il faut le vitrifier, le mettre à 50 mètres sous terre, mais bon, s'il y a un problème à un moment donné, et donc là, eux, ils ont relancé effectivement cette technologie-là. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas lancé de nouvelles technologies, on n'a pas reprocessé nos technologies. Et on se demande si on maîtrise complètement la technologie EPR. Finissez, oui, voilà. Donc alors, l'EPR, il y a quand même eu, il y a eu Flamanville aussi, hein, donc il y a Flamanville. Ouais. Donc on a accumulé, j'imagine qu'on a accumulé au travers de des problématiques qui ont été rencontrées, pas mal d'expérience. D'accord, voilà. C'est les têtes de série qui font que... Après, il y a ces small modular réacteurs, donc ces petits réacteurs. Ça, oui. Là, je pense qu'on a quand même un peu la technologie. Juste en deux mots rapide, Alain. Ça, c'est que le gouvernement français n'a pas exclu l'hypothèse de faire appel à l'extérieur pour des bouts sur l'appel d'offres. Hein. Donc, ça ne sera pas du Made in France à 100%. Quoi. Ça me paraît évident. Oui, si on veut que ce soit une réussite, il va falloir mettre autour de la table. Ce qui va être un peu scabreux aussi, je pense, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Compétences nécessaires. Vos commentaires sur cette COP26, est-ce que vous en retenez, Christopher ? Tant de choses ont déjà été dites. Peut-être juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, indéniablement, au niveau des États, on sait très bien que pour avancer, ça va être très compliqué. Vous avez une myriade de théories. Il suffit de se replonger dans ces livres. Les théories sur les relations internationales le montrent bien. À tant d'États, indéniablement, on peut avoir des engagements. On peut essayer de les acter, mais après la mise en œuvre et le suivi est toujours très compliqué. Donc, c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est à une autre échelle, c'est au niveau des entreprises. Je pense qu'au niveau des entreprises industrielles européennes, très particulièrement en France, on a eu une vraie prise de conscience en l'espace de quelques années que, dans tous les cas, il va falloir accompagner et se positionner en fonction de cette transition. Peu importe finalement l'opinion qu'on a à l'égard de cela, mais on sait très bien qu'à un certain stade, ça va être un coût. Ça va être un coût tout simplement parce qu'on peut avoir une taxe carbone à un niveau très élevé. Hein. Il y a eu des propositions pendant les primaires des Verts, typiquement, qui sont intéressants, en tout cas en termes de niveau, autour de 200 €, ce qui est beaucoup plus que le niveau actuel. Et également, de l'autre côté, vous avez éventuellement une perte de compétitivité. Donc c'est assez intéressant de voir comment les entreprises aujourd'hui industrielles s'orientent. Le premier pan pour celles qui commencent, c'est finalement le pan le plus simple et le plus aisé, c'est l'efficacité énergétique. Et effectivement, dans ce niveau-là, on a des acteurs français, on parlait d'expertise, on a des acteurs français, sans les nommer, qui ont une vraie expertise dans ce domaine-là, qui peuvent accompagner les autres entreprises. Et bien sûr, après, le reste, ça va être beaucoup plus le mix énergétique et tout le débat et à ce sujet-là. Je pense qu'indéniablement, ce qui est au moins la bonne nouvelle des derniers mois, c'est que le nucléaire revient en force. Oui, c'était le débat confisqué depuis Fukushima notamment, dont on pensait qu'il allait rester confisqué pendant encore très longtemps. Et il s'est rouvert beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait peut-être anticiper. Oui, indéniablement. Par la force des choses. Exactement. Et c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y avait un positionnement quand même très idéologique sur le nucléaire. Et indéniablement pour la France, on a quand même un avantage compétitif, même si malheureusement on ne se positionne pas sur le thorium. Les Chinois également se sont positionnés sur le thorium. Ils ont un objectif, si je ne me trompe pas, d'avoir leur première centrale pilote, donc en 2030. Ils investissent des milliards quand même sur le sujet. Je crois que la France investit un peu, mais on doit être sur quelques centaines de millions. Donc il y a quand même un différentiel qui fait qu'on va avoir une perte à cet égard. Mais il y a la prise de conscience que le nucléaire, indéniablement, doit faire partie de ce mix énergétique. Après, je pense qu'il y aura tout un débat sur l'hydrogène. Et déjà, de quel hydrogène on parle ? On sait qu'il y a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, les ambitions, c'est sur l'hydrogène vert, mais le coût est 4 fois supérieur à l'hydrogène bleu. Donc hydrogène vert, juste pour être très clair, à partir d'énergies renouvelables, et hydrogène
bleu à partir effectivement de l'énergie fossile. Donc aujourd'hui, il y aura une phase de transition qui va être extrêmement longue. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Et ma crainte, c'est que déjà se dire qu'arriver à la neutralité carbone, je pense que c'est un objectif indéniablement qu'on n'atteindra pas, peu importe l'horizon, 2050 pour certains pays, 2060 pour d'autres, type la Chine. Il faut viser un monde bas carbone et savoir quelle est la feuille de route. Parce que l'objectif final, pourquoi pas, mais on le fait avec quoi? Donc on a un consensus qui commence à se mettre en place sur le nucléaire. Quel hydrogène, parce que l'hydrogène certainement fera partie. Moi j'aime bien ce que m'a dit une fois un industriel qui travaillait dans ce domaine-là. Il m'a dit, pour l'hydrogène aujourd'hui, en tout cas au niveau européen, c'est une course aux subventions. Donc vous voyez qu'il est assez critique à l'égard de l'hydrogène, donc vous le comprenez assez aisément. Mais il disait que lui, sa conception, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine énergétique, donc il a, je pense, une assez bonne expertise dans le domaine. Il ne considère pas aujourd'hui qu'en l'état actuel des choses, l'hydrogène doit faire partie du mix parce qu'on est sur l'hydrogène, en tout cas à base de l'énergie fossile. Il faudra peut-être attendre en 10 ans avant qu'on réduise les coûts sur l'hydrogène vert. Et je crois, juste pour donner un dernier ordre de grandeur, si je ne me trompe pas, aujourd'hui en termes d'hydrogène au niveau mondial, je crois que c'est simplement 5% de la production qui est sur l'hydrogène vert. Parce que là, il y a toujours une question de coût. Mais des groupes comme Air Liquide vous disent on n'est pas certain que l'hydrogène soit une énergie rentable au point qu'elle puisse être une pierre angulaire du Tout à fait. Alors que c'est aujourd'hui le discours politique et derrière cela les subventions. Comment vous regardez, parce que c'était intéressant ce que disait Bertrand sur le rôle de la Russie, alors dans la crise énergétique immédiate, le rôle et le poids de la Russie dans l'approvisionnement en gaz de l'Est de l'Europe et notamment de l'Allemagne, avec alors des tensions géopolitiques ravivées, que ce soit la frontière polonaise avec la Biélorussie, que ce soit carrément directement à nouveau avec la frontière ukrainienne entre la Russie et Kiev. Comment vous regardez ces tensions géopolitiques, bien sûr, qui sont ravivées et qui n'amène rien de bon, j'allais dire, dans le paysage. Alors c'est assez intéressant parce que je suis né en France évidemment, mais j'ai un biais polonais, étant d'origine polonaise, ma famille. Et effectivement, et je vais assez régulièrement dans cette région d'Europe, effectivement, quand vous regardez les discours aujourd'hui ou même les médias nationaux, les équivalents Le Monde, Le Figaro, etc., vous avez une atmosphère de nouvelle guerre froide qui peut dérailler du jour au lendemain parce qu'indéniablement la Russie est derrière toutes ces questions, notamment de migrants à la frontière polonaise. Si on sort un peu de l'aspect émotionnel, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur quasiment l'intégralité des questions auxquelles on fait face, que ce soit l'énergie, que ce soit la question syrienne, toutes les questions géostratégiques, on a besoin de la Russie. Alors, je comprends parfaitement tout l'aspect historique qui joue beaucoup, les émotions en Pologne, en Lituanie, etc. Mais la réalité au niveau européen, aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ce discours-là et il faut tout simplement instaurer une relation ferme avec la Russie qu'on a perdue depuis, je crois que la dernière fois, ça devait être en 2008, si je ne me trompe pas, la crise du Caucase. Donc vous voyez, ça fait plus d'une décennie. Et il faut que la Russie fasse partie du jeu des relations internationales. Et la base des relations internationales, c'est d'être pragmatique et de parler à tout le monde. Mais simplement savoir que son adversaire en face, effectivement, il va peut-être, et c'est typique de la Russie, faire des coups tordus. Mais malgré tout, il y a un dialogue qui s'instaure. Aujourd'hui, on n'a pas ce dialogue-là. C'est exacerbé aussi pour des raisons politiques dans les pays d'Europe de l'Est, parce qu'il y a tout un sujet migrant quand même dans ces pays-là qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas des pays très ouverts, en tout cas aux migrants non européens, on va dire. Et donc, indéniablement, c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui, ça serait son rôle d'instaurer un dialogue. Mais vous n'avez personne aux commandes en Europe. Vous avez des gens qui sont au niveau institutionnel, mais on sait très bien qu'ils ne sont pas en position de force face même à un Premier ministre polonais. Donc... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même au sein de l'Europe, il y a cette tension entre Bruxelles et la Pologne, en l'occurrence, pour la citer directement, qui ne facilite pas la résolution des problèmes avec l'extérieur des pays européens. Complètement. Donc, à la fin, qui gagne ? C'est la Russie parce qu'ils ont noyauté le sujet. Bon, je ne sais pas si ça appelle quelques commentaires. Moi, je voulais bien aussi, peut-être aussi là, dans le sillage de la COP26, moi, je note qu'une des surprises, mais sur le plan très politique, ça a été... cette forme d'accord entre les États-Unis et la Chine pour se dire on peut discuter du climat ensemble. Il y a un zoom ce soir entre Xi Jinping et Joe Biden. Ça fait partie, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut assister à une forme de détente là, entre Pékin et Washington ? On va déjà faire cela déjà, et je trouve que c'est bien. C'est déjà une première base de discussion formelle sur des choses très concrètes. Après, c'est ce que disait Christopher, c'est-à-dire que la réalité des choses va être difficile à mesurer. Et ce dont on se rend bien compte avec les problématiques climatiques, c'est qu'il n'y a rien de local, quoi. C'est-à-dire que quand vous dites, j'entendais un pays qui va passer net zéro ou une entreprise qui passe net zéro, c'est sympathique parce qu'on se dit ils font des efforts, ils sont dans une notion de durabilité intéressante, c'est bien, quoi. Mais
en pratique, ça veut strictement rien dire. Donc je pense que ça ne peut être qu'un sujet collectif. Et si on revient 2 secondes sur l'Inde et la Chine, les deux ont pris des décisions de faire un face down, hein, donc y aller doucement, mais ils seront les premières victimes. C'est très clair. C'est-à-dire que les Chinois, c'est je ne sais pas combien, 59% de la population qui habite sur le littoral, avec un PIB extrêmement important. J'avais dit une fois 20%, mais c'est beaucoup plus que ça sur la Chine. Le PIB à proximité des côtes est très important, donc il y a un problème qui se pose. Taïwan, bon, c'est pas encore chinois, mais enfin d'ici les 2050-2060, je pense qu'on ira bien à la Chine. Bon, il y a aussi un problème d'eau, hein, pour traiter les puces. Si on voit TSMC, ils ont des difficultés aujourd'hui à cause de la rareté de l'eau. Et puis on voit l'Inde. Donc l'Inde, c'est en même temps qu'ils décident de ne pas sortir du charbon très très vite, ils font un confinement à New Delhi. Un confinement pour éviter les problèmes de pollution. Non mais... Donc on est dans un truc qui est... il va y avoir un bras de fer entre la destruction humaine, hein, même si on regarde en Europe, on est quand même à 300 000 morts par an liés aux particules fines, donc il y a quand même un sujet, hein, il y a probablement des pays qui sont plus exposés que d'autres. C'est intéressant parce que les arbitrages qu'on a pu faire pour le Covid, on a dû... mais c'est vachement intéressant. On est en train de les imaginer demain, parler de confinement climatique d'une certaine manière. Mais on n'avait pas pensé à ça. C'est un framework, un modèle de travail qui est assez intéressant. Exactement. Et alors, il y a un autre, en 2 secondes, hein, on voit que heureusement la Chine et les États-Unis arrivent à se parler pour ce genre de sujet qui dépasse la politique. Mais je pense, et ça va être ça le problème dans plein de pays, on va mettre... Comme les problèmes sanitaires, on va faire un problème de climat qui va être un problème politique. C'est-à-dire que c'est caricatural, mais vous êtes de droite, vous êtes pour le nucléaire, vous êtes de gauche, vous êtes pour l'éolien. Mais ça n'a aucun sens. Les deux vont avoir leur justification. Donc il va falloir à un moment donné faire des choses rationnelles. Et on ne va pas y être. Hein. Mais alors quand on va faire un confinement climatique... Non mais vous imaginez le truc, quoi. Ça va être complètement fou, quoi. Ben voilà, donc on va être dans des sujets comme ça, et ça va être un bras de fer, parce que le sujet, il est aussi économique, c'est-à-dire que si on va trop vite, on va faire de la destruction de capital, mais en même temps, si on va pas assez vite, on fait une destruction humaine et de biodiversité qui est définitive. Donc il y a un sujet quand même, hein, qui va avoir lieu dans les années qui viennent. C'est la tragédie des horizons. Alors il y a plein de secteurs industriels qui sont assez emblématiques de ces effets de transition. Le secteur automobile, par exemple, est un secteur qui est d'ailleurs cité régulièrement en exemple par les économistes, parce que ce qui se passe dans l'automobile va tellement vite, tellement fort qu'il y a une transition sociale. Enfin, il faut qu'il y ait un accompagnement social aussi pour ce secteur. On peut après l'élargir à l'ensemble des sociétés. Qu'est-ce que ça vous inspire encore comme commentaire, Bertrand ? Alors, c'est un secteur dans lequel il faut regarder, qui est séparé en deux. Il y a Tesla d'un côté, hein, et puis donc il y a le reste du monde. Grosso modo. Donc c'est Tesla vrai que... pesant à peu près autant que le reste du monde dans le secteur automobile. C'est 50%, voilà. Et c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue boursier le secteur aujourd'hui, avec Tesla, c'est cher, c'est surdétenu, le sentiment il est au pic historique, etc. On enlève Tesla, c'est tout le contraire. Ouais. On est au plus bas historique de détention. Des titres comme Volkswagen, qui sont quand même en Europe les leaders d'électrique, on est à 5 fois les profits, ce qui est même pour un constructeur automobile qui, certes, va jamais se payer très rarement sur 2 chiffres, mais bon, plutôt autour de 8 fois sur le long terme. Là, on est à 5. Donc, on a quand même un de-rating significatif. Est-ce qu'une société comme Volkswagen est complètement fermée à l'électrique ? Non. Absolument pas. Non. Ils ont des modèles qui arrivent en grande quantité. Ils ont des réseaux de distribution, des réseaux encore plus importants derrière de maintenance et de réparation et des garages qui travaillent avec eux. Tesla, aujourd'hui, quand vous avez un problème sur votre Tesla, c'est assez compliqué quand même. Vous ne pouvez pas aller la faire réparer à l'autre bout du quartier. Il faut des fois aller d'une autre ville, ou alors à Paris, évidemment, c'est plus facile. Mais bon, c'est quand même pas encore le plus grand réseau, on va dire, du monde en termes de réparation, ce qui pose un problème. Voilà. Après, on a d'un côté une société qui vaut 250-300 fois les profits, ce qui est sans doute le futur. Mais pas toute seule. Il n'y aura pas qu'un fabricant d'automobiles électriques au monde. Voilà. Tesla sera sans doute là, mais il y en aura d'autres. Et nous, on pense que certains acteurs qui sont bien en avance, dont Volkswagen,
ont clairement quelque chose à jouer. Et à 5 fois les profits aujourd'hui, c'est clair que notre... Et c'est quoi vous dites là, bon, le timing, c'est toujours compliqué, mais il y a un moment où là, la psychologie de marché peut se renverser. On voit alors Tesla qui s'est envolé à plus de 1000 milliards de dollars de capi. Et puis c'est vrai que depuis quelques jours, ça corrige. Et puis ça corrige la Tesla. Donc ça va très très vite. Ça perd 10, 15, 20% comme ça en quelques séances. Est-ce que ça vous laisse entendre que c'est le moment où la psychologie de marché est en train de se renverser? Ou est-ce que vous le disiez, il y a encore tellement de freins, tellement de lourdeur, d'épée de Damoclès là, qui pèse sur les constructeurs traditionnels qu'avant de voir les investisseurs revenir, ça va prendre du temps? Alors, c'est comme pour les pétrolières et gazières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, regardez par exemple le cas d'Equinor dans les Nordiques, donc équivalent de Total en Norvège. Quand ils ont atteint la barre de 30%, alors pas des profits encore, parce qu'on a une notion de montée en puissance graduelle des profits qui viennent du renouvelable, mais 30% des actifs, de la base installée d'actifs dans les renouvelables, le titre est passé d'une décote par rapport au secteur à une prime. Donc on voit qu'il y a quand même un impact à un moment donné. Donc je pense que dans le secteur de l'auto, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Volkswagen va vendre, alors je ne sais pas si c'est 15, 20, 30% ou 50% de ces modèles qui viendront de l'électrique et ou de l'hybride, le statut sera effectivement, le statut va changer à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça va être vraiment quelque chose qui va être incrémental. Et c'est très difficile à voir, mais c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'industries et c'est ce qui devrait arriver pour ce secteur-là. Ouais. Donc dans une logique d'investissement de long terme, vous dites il faut quand même regarder ce secteur avec ses acteurs traditionnels. Tous ne vont pas faire faillite. Je lisais récemment, je tairai le nom de la personne pour pas avoir de soucis, mais que quelqu'un, un de nos grands économistes, disait que d'ici 5 ans, une société comme Renault n'existerait plus. Bon, je pense que c'est un petit peu extrême. On disait ça il y a 5 ans déjà de Renault. Donc. Exactement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, parce que vous avez les champions comme Volkswagen, il y a aussi les sociétés qui paraissent un peu plus en retard. Ouais. Mais ces sociétés-là, il faut quand même se souvenir d'un élément. C'est comme pour l'acier en Europe. On disait l'acier en Europe il y a 10 ans, il n'y a pas d'avenir à faire de l'acier en Europe. Ce sera fait en Asie. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Parce qu'en fait, il y a un élément social très important. C'est il y a énormément en fait de jobs qui dépendent de ça. Et c'est très facile d'un point de vue électoral pour des politiques d'aller verser des subventions pour maintenir des jobs dans ces industries-là et derrière obtenir des voix. Voilà, donc ça, je pense que ça restera. Après, ce sera toujours une société sans doute. Alors, je ne l'espère pas, il y a un vrai plan qui est mis en œuvre, donc j'espère vraiment qu'il va réussir. On pense qu'il réussira, mais c'est vrai c'est challenging dans cette société depuis toujours. Mais c'est vrai que, il y aura toujours des zombies stocks. Je ne sais pas si Renault en fera partie, mais il y aura des zombies stocks, c'est-à-dire soutenus par des capitaux publics dans l'industrie automobile. Ouais. Christopher, si vous voulez réagir, puis je voulais qu'on dise un mot de la Chine quand même. Alors, est-ce que l'économie chinoise commence à se redresser? Je sais pas, on a vu quelques statistiques ce matin qui étaient peut-être un peu mieux orientées que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, je reviens à mon zoom Joe Biden, Xi Jinping. On a vu que les deux pays étaient capables de discuter du climat. Est-ce qu'ils sont capables de se détendre sur d'autres fronts? Et je pense notamment à la partie commerciale. Visiblement, certains n'excluent pas qu'on puisse avoir des avancées sur le front des tarifs douaniers, qui reste imposé à des niveaux élevés entre les deux pays aujourd'hui. Sur le premier point, sur l'aspect plus macroéconomie chinoise, alors effectivement, on a eu des indicateurs un peu meilleurs que prévu, mais la réalité, c'est qu'on est toujours sur une phase de rétablissement de l'économie chinoise qui est très compliquée. Vous avez des hausses de prix qui sont extrêmement importantes, et notamment au niveau de la production. Donc là, ça devient une problématique. Lorsqu'on regarde les tout derniers indicateurs, alors malheureusement, ils ne sont pas extrêmement récents, ils datent du mois de septembre, sur la congestion des ports, c'est extrêmement inquiétant. Juste pour vous donner un exemple extrêmement précis, port de Hong Kong, alors qui est indéniablement pas le plus important en Chine, mais qui fait partie des 4-5 principaux. Vous avez aujourd'hui, sur le mois de septembre, on devait avoir 1300 cargos à peu près, ce qui est à peu près la moitié dans temps normal, avant crise. Donc ça veut dire que la congestion des ports, elle est toujours bien présente et a priori, il n'y a rien qui perçoit une amélioration parce qu'en plus, en même temps, la Chine continue une politique de zéro Covid qui est très stricte. Ce sera vraisemblablement le cas jusqu'à minimum les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu l'année prochaine. Donc vous avez quand même... En termes de macroéconomie, c'est un rétablissement qui est très très lent. La Chine ne souhaite pas non plus ouvrir massivement les écoutilles du crédit. Alors il y a eu quelques rumeurs au cours des derniers jours sur le fait, il y aurait eu des instructions de la part des banques pour notamment ressoutenir le marché de l'immobilier. Pour l'instant, ça reste à l'état de rumeur. Et surtout, la grande ligne directrice, c'est dans tous les cas, on ne rouvre pas les écoutilles très massivement. Et même, il y avait une optique de baisse du taux de réserve obligatoire des banques qui avait été évoquée. Vous vous en souvenez, parce qu'on a vu une décision similaire au début de l'été.
vraisemblablement, la Chine ne semble pas pressée de la mettre en application, puisque la deadline du marché, c'était 4e trimestre, donc c'était à peu près maintenant. Donc le plus la Chine peut éviter des mesures de relance trop fortes, le plus elle le fait. Complètement. Je pense qu'elle a vraiment appris des précédentes crises et des excès, tout simplement, des relances qui étaient mises en place. Lorsque vous regardez les indicateurs, aujourd'hui, on peut clairement dire que vous avez une politique monétaire et budgétaire restrictive en Chine. Ça, c'est le premier point. Je serai plus rapide sur la question Biden et Xi Jinping. Moi, je ne suis pas très confiant sur le fait que ça aboutira à quelque chose. Il faut se souvenir qu'on a eu la rencontre du Parti communiste chinois récemment et qui a permis tout simplement un renforcement du pouvoir de l'exécutif. Donc aujourd'hui, le leader chinois arrive en position de force. Je doute très fortement qu'il cherche à négocier. Aujourd'hui, on est plus sur on reprend le contact. Et d'ailleurs, finalement, même la Maison-Blanche, c'était très clair, l'administration de la Maison-Blanche, en termes de communication, n'a jamais laissé entendre qu'on allait avoir des annonces prochaines. On est sur nos reprises de contact parce qu'il y a des sujets qui sont évidents. Et typiquement, vous l'avez évoqué, le changement climatique. Je pense que les deux pays ont parfaitement compris qu'ils doivent travailler ensemble sur ce sujet-là. Rien à perdre à le dire, en tout cas. Tout à fait. Ouais. Sur les questions plus compliquées du commerce, je crois que ça nécessitera beaucoup plus de négociations. Là, on va essayer de faire un dégel simplement entre les deux leaders. Et après, les équipes prendront le relais. Mais je n'attends rien sur un horizon de plusieurs mois, personnellement. On se souvient qu'il y avait eu un Phase One deal entre la Chine et les États-Unis sous Donald Trump. C'est passé. C'était largement commenté. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y aura jamais un Phase 2 deal entre les deux? Bon, on suivra quand même ce qui peut ressortir de cette rencontre virtuelle cette nuit entre Joe Biden et Xi Jinping. Venons-en au marché, peut-être. Bon, 7100 points et plus pour le CAC 40, c'est un baromètre parmi d'autres. On a quand même le sentiment là qu'il y a après le mois de septembre un peu troublé, l'appréhension du mois d'octobre qui historiquement, statistiquement est jamais un très bon mois, qui s'est révélé être un mois excellent. On continue sur notre lancée, 6 semaines de hausse consécutive en Europe, j'ai vu ça, Bertrand, ça s'arrête plus. Alors il faut se souvenir qu'avant la publication des 3e trimestres, on a eu quand même des sonnettes d'alarme sur notamment l'impact des matières premières. Et au final, quand on a vu les publications des sociétés, grosso modo, elles s'en sont plutôt très très bien tirées. Après, il y a sans doute un effet, alors là, il faut faire attention avec ricochet à un moment donné, ou décalé, si vous voulez, dans le temps, où il y en a certaines qui sont protégées par des achats à terme et qu'à un moment donné, il faut repasser sur une logique de marché et repartir sur des contrats qui sont rebasés. Elles n'ont peut-être pas toutes payé le prix fort sur leurs matières premières et sur leurs entrants. Typiquement, ce ne sera sans doute pas au 4e trimestre. Donc, le 4e trimestre risque de toujours être bien orienté. Par contre, effectivement, attention l'année prochaine. Ça, c'est plutôt attention, si les prix de l'énergie, des matières premières restaient à ces niveaux-là, ce qui est quand même assez probable, en tout cas rester à des niveaux élevés, on a vu la correction sur le gaz, mais on reste quand même après la correction sur le gaz sur des niveaux qui sont élevés par rapport aux 10 dernières années. Donc il faut prendre ça en tête quand même. Est-ce que les sociétés, certaines vont être capables de les répercuter sur le client, certaines le seront moins, pourront le faire que partiellement, ça c'est important. Ça c'est au niveau, on va dire, micro. Au niveau macro, nous, ce qu'on note, et ça c'est plutôt négatif, au niveau macro, et c'est plutôt positif, on a des effets de stock. C'est-à-dire qu'en règle générale, on touche le plus bas en termes de stock 2 trimestres après la sortie de la récession. Là, on est sorti de la récession depuis plus de 2 trimestres et on n'a toujours pas touché le point bas sur les stocks. Alors pour des raisons spécifiques, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ça laisse un potentiel de reconstitution des stocks qui est quand même assez significatif pour l'année prochaine, qui peut driver, nous on pense, une contribution au niveau du PIB mondial entre 1 et 1,5 points de PIB, c'est énorme. Sachant que la vraie question, c'est où est-ce que ça va se normaliser. Moi, si aujourd'hui je suis dans le secteur consumer et dans l'auto, je ne vais pas aller me normaliser à la moyenne des 10 dernières années. Je vais prendre une marge de sécurité, je vais aller au-dessus. Et donc ça peut vraiment être un boost. On va surstocker. Première partie de l'année prochaine. Ça peut être un boost pour l'économie globalement. Pour certains secteurs, alors attention, consumer, dont l'auto, attention à l'industrie qui est déjà à des niveaux normalisés, par exemple. Donc il faut vraiment regarder secteur par secteur qui va bénéficier de ça aussi. Mais d'un point de vue, c'est vrai, macro, parce que le marché aussi va réagir à la croissance globale, c'est quand même quelque chose qui nous paraît aujourd'hui, cet effet stock, assez sous-valorisé.
par pas mal d'acteurs dans leurs anticipations de croissance 2022. Oui, ça c'est de la croissance, c'est un réservoir de croissance, vous dites, pour le monde en général. Sur l'aspect micro, j'entends que c'est encore le thème de l'inflation, là, pour plusieurs trimestres, qui va guider les choix des investisseurs sur la partie action, en l'occurrence, Bertrand. Là, comme l'inflation, elle vient en partie, donc en grande partie aujourd'hui, il y aura une inflation évidemment salariale qui est en train, dans certains pays, de prendre une traction, mais c'est aujourd'hui surtout l'inflation via les matières premières. Ouais. Cette inflation-là, on ne peut pas la corriger à court terme, c'est pas possible. Que vous avez des cycles d'investissement sur les matières premières, donc non pétrole, c'est depuis 10 ans qu'ils sous-investissent. Le pétrole, c'est depuis 8 ans qu'ils sous-investissent. Pour relancer la machine et qu'il y ait des impacts sur l'augmentation des volumes, il faut entre 3 et 5 ans. Et ils n'ont pas encore pris la décision de le faire, puisqu'une société pétrolière, elle est tiraillée aujourd'hui en disant est-ce que je peux décemment annoncer au marché que je vais augmenter la part de mes cash flows qui sont investis dans les énergies fossiles ? Bon, clairement, elle ne le fera pas, parce qu'elle sait que son titre va baisser de 1 ou 2 points de multiple très rapidement. Donc, elle va le faire, mais sans le dire, mais de le faire d'une manière très, très larvée. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on va rester dans une tension, de notre point de vue, au niveau de l'offre, sur pas mal de matières premières, dont l'énergie, pendant un petit moment. Alain, quelques commentaires de marché. Je sais pas, le CAC a plus de 7100 points. Même il y a un mois, c'était pas encore évident de l'appeler, de le dire. Alors, je dirais, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. S'il n'y a pas d'erreur de banque centrale, je vois pas d'accident. Ce serait quoi une erreur de banque centrale ? D'être trop en retard ou une communication malheureuse, un sujet sur l'inflation, des taux qui remonteraient un peu trop vite, une réduction de bilan, ou une banque centrale d'un pays pas très loin, périphérique, pas vraiment, mais qui ferait une erreur qui ferait par effet de cascade sur les devises, un truc qui pourrait arriver. On a vu que la Banque d'Angleterre déjà a hésité à monter les taux. Ils ont fait plus, c'est ça. Ouais. Donc pour le moment, on reste dans cet esprit-là. Après, moi, ce que je me dis, c'est que ça n'empêchera pas qu'il y aura probablement quelques petits accidents liés justement au début de remontée de taux. Alors, il y aura quoi comme genre d'accident ? Il y aura un peu la caricature, c'est ce qui s'est passé sur Evergrande, où le titre s'est fait quand même rectifier de 80% à peu près en quelques semaines. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, pas des secteurs, c'est au sein d'un secteur donné, une entreprise qui peut-être fait une erreur comme une entreprise de matières premières qui ferait une erreur de communication en disant que... Au moment où il ne faut pas, quoi. À un moment où il ne faut pas, ou qu'annonce un truc capitalistique qui ne va pas, ça va se faire massacrer, ou des boîtes de croissance qui faisaient leur 30% de croissance lent, qui, pour une raison ou pour une autre, montrent un ralentissement un peu trop marqué par rapport aux confrères. Ça peut faire très très mal. Plus, et ça, c'est lié au levier de l'endettement qui est plus à quelques erreurs sur les marchés. On a quand même connu dans les périodes de retracement des banques qui, sur leur banque d'investissement, se prenaient des carreaux de 500 millions à 1 milliard. Ça peut faire très 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 mal. Vous voyez, ça va être la disproportion parce que comme tout le monde est resté investi, on n'a pas de vendeurs structurels en ce moment sur les marchés, donc au contraire on a plutôt des acheteurs. On parlait des énergies, des matières premières en tout genre qui ont distribué des coupons, des dividendes comme ils n'ont jamais distribué parce que ils ont du cash, en attendant ils le distribuent, donc tout ça c'est des masses d'argent qu'il faut réinvestir. Donc on n'a pas d'investisseurs, les rachats d'actions, etc., on n'a pas d'investisseurs structurels vendeurs. Mais par contre, s'il y a une mauvaise nouvelle, là, attention. Donc c'est là que l'ESG est important, parce que ça permet de distinguer ceux qui ont une mauvaise gouvernance. Voilà. Vous adhérez à l'idée, Christopher, que les marchés ont mis la barre quand même très très haute aujourd'hui, qu'il y a un risque un peu asymétrique maintenant, on a intégré beaucoup des bonnes nouvelles. Je pense que le risque principal, ça va être lié à l'inflation, puisque soit effectivement une erreur de politique monétaire, alors j'aurais plutôt tendance à considérer qu'une banque centrale tarde à réagir qu'autre chose, ce serait plus cet aspect-là. C'est ça l'erreur. Oui, vous voyez, après c'est ma conception de l'évolution de l'inflation. Et ça se verrait sur les devises s'il a fait ça. C'est-à-dire que ça aurait un impact très très fort sur leurs devises. Ah, complètement. Mais pour moi, ça pourrait être plus cet aspect-là, où éventuellement, effectivement, aujourd'hui, le marché considère que le consensus, c'est
L'inflation est élevée à l'instant T, mais ça devrait, même si on voit que les banques centrales commencent à ajuster le discours nouveau, mais ça devrait refluer en 2022. Si ça ne reflue pas, si ça se stabilise, après il faut voir dans certains pays, alors c'est moins le cas en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest, c'est le cas aux États-Unis, les effets d'entraînement, seconde boucle avec les salaires, etc. Si l'inflation reste quand même à des niveaux inconfortables, là, le marché pourrait quand même commencer à s'interroger sur le discours des deux grandes banques centrales des deux côtés de l'Atlantique, qui quand même maintiennent aujourd'hui un discours qui est, en tout cas, limpide sur le fait que ça ne va pas durer. Je vous l'avais dit la dernière fois lorsque j'avais été invité, moi j'ai plutôt tendance à un peu plus pencher du discours du côté des banques centrales des pays émergents, où à mon avis, ils ont une compréhension peut-être un peu meilleure des dynamiques d'inflation, sachant que si vous regardez, dans certains pays émergents, on est au niveau américain. Bon, il y en a bien sûr qui sont à des niveaux plus élevés, mais vous avez une composition, en tout cas en termes dans la hausse de l'inflation, qui est assez proche. Donc, moi, c'est cette crainte-là. Pour l'instant, finalement, il y a un horizon jusqu'à au moins début d'année prochaine qui me paraît assez limpide, ou sauf un risque que je n'aurais pas pris en considération. Mais janvier, février, si on reste à des niveaux difficiles à gérer, ça va être plus compliqué. Il y a un moment de vérité encore à venir de ce point de vue, qui n'est pas tranché définitivement. Exactement. Et vous l'avez mentionné à juste titre sur les matières premières, au niveau des capex, il y aura quand même de l'inflation qui va continuer de survenir. Si au niveau de la congestion des ports, ça reste aussi une problématique, ça fait quand même beaucoup de choses qui vont tendanciellement influencer à la hausse l'inflation. Bon. La chance de la Fed dans cette histoire, c'est que le marché intègre déjà des hausses de taux pour 2022. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que... Et puis, même si ça se passe mal, le dollar réagit assez bien, on voit. C'est la hausse pour le dollar. Oui. Le dollar aussi, effectivement, on a vu déjà la semaine dernière un rallye du dollar important, l'euro-dollar qui est tombé à 1,1450 en ce début de semaine. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Christopher Dembick, Saxo Bank, Bertrand Puif, Fidelity et Alain Pitous, Senior Advisor ESG, qui étaient avec nous en plateau ce soir.